bienvenue. Tenez, vous avez chacun un micro. Merci d'être avec nous. Donc, dans l'ordre, Hélène Chinal, directrice générale de Capgemini Technology Services. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama. Bonsoir, Benoît. Sylvie Géano, PDG de Dalkia. Bonsoir. Et Alain Rouminac, président de Manpower France. Sylvie, je vais commencer avec vous. Je vous laisse prendre un micro. Pour vous, donc métier industriel, quels sont pour vous, autour de cette transformation numérique, les impacts les plus importants que vous vivez aujourd'hui dans votre métier chez Dalkia? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots quand même pour dire ce que fait Dalkia. Dalkia, c'est une grosse filiale au sein du groupe EDF, alors, qui est en charge de services énergétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Deux grandes activités chez Dalkia, au cœur de la transition énergétique. On pourra revenir d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de digital natives. Nous, chez Dalkia, on parle aussi de sustainable natives, qui sont à attirer également dans les entreprises. Premier grand métier au cœur de la transition énergétique, on développe des énergies renouvelables. Alors, pas celles dont on parle beaucoup, que sont le solaire et le photovoltaïque, qui produisent de l'électricité. Mais nous, on s'intéresse au thermique, parce que la moitié des consommations en France, en fait, on ne le sait pas bien, mais est consacrée à produire de la chaleur, du chauffage, de l'eau chaude, de la vapeur industrielle. Et donc, c'est important d'aller verdir ces énergies-là. Alors, on fait des réseaux de chaleur et de froid. Alors, on a parlé de water cooling, on pourra y revenir. Effectivement, l'eau était un bon moyen de refroidir des data centers. Et on fait des réseaux de chaleur verts avec la première énergie renouvelable en France qui s'appelle la biomasse. Mais on travaille également sur la géothermie, on travaille sur le biométhane, on travaille sur de la récupération de chaleur des incinérateurs de déchets. Et on travaille aussi, par exemple, sur la récupération de chaleur en général sur les sites industriels et, par exemple, sur des data centers. Parce que quand vous mettez la main derrière votre ordinateur, ça chauffe. Et donc, on peut aussi récupérer cette chaleur-là pour rendre encore plus, développement durable les data centers qui, effectivement, consomment beaucoup. Donc, première nature d'activité, le développement des énergies renouvelables dites thermiques. Le deuxième grande nature d'activité, plutôt là, vous allez voir des salariés d'Alkia qui vont tourner alors, sur des bâtiments tertiaires, des industries, des logements, des hôpitaux, où on va s'intéresser à de la maintenance dite multitechnique. Donc, c'est un peu technique, mais on va s'intéresser à tout ce qui concerne les postes d'énergie. Et surtout, ce qu'on fait, c'est des contrats de performance énergétique pour abaisser les consommations d'énergie. Avec donc des engagements qu'on prend, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40% de consommation d'énergie avec des clients, et on va les aider à moins consommer à travers l'utilisation de leurs appareils. Et c'est là où le digital intervient en numéro 1. Et d'ailleurs, il intervient aussi sur le renouvelable, c'est que grâce au digital, grâce à l'utilisation des datas, grâce au numérique, nous, on va aller beaucoup plus loin dans la transition énergétique. On va aller beaucoup plus loin dans les économies d'énergie qu'on va pouvoir faire. Et je dirais que ça, c'est un enjeu très fort qui donne aussi beaucoup de sens à nos salariés. C'est d'accroître toutes les optimisations qu'on peut faire. Monsieur Pépi en parlait très formidablement bien. Par exemple, l'intelligence artificielle est un levier très important dans nos métiers aujourd'hui. Et vous estimez que vous en êtes à quel moment de votre transformation? Bon, bien sûr, la transformation, elle se poursuivra pendant très longtemps. Il n'y a pas d'arrêt, je pense, à ce type de transformation. Mais vous en êtes au début, ou ça fait 2-3 ans que vous avez accéléré Alors moi j'ai adoré ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que le numérique maintenant il est partout, on a mis en place énormément de choses qui s'adressent soit à nos clients d'ailleurs, soit à nos salariés pour numériser, aller plus loin dans ce que je venais vous dire, et en même temps on sent bien que ça transforme les métiers, c'est-à-dire qu'aller plus loin dans les économies d'énergie, optimiser des systèmes énergétiques, finalement au bout du bout ça touche l'humain dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire que ça touche le technicien de Dalkia qui quand il y a une maintenance prédictive qui arrive à distance sur son smartphone parce qu'il a son application qui permet de voir les choses à distance, il se déplace un peu moins sur le site en question. Et donc, ça percute totalement l'organisation du travail. Et donc, cette transformation numérique, elle transforme les métiers profondément de l'entreprise. Et c'est un sujet formidablement humain qui est effectivement pas si facile à orchestrer au quotidien. Et donc, on est, j'ai envie de dire, en plein dedans, de la même façon que nos deux PDG et DG nous l'ont bien expliqué juste avant.
Oui, on reparlera. C'est vrai que Oui. l'humain est au cœur de ce digital. Alain Romillac, donc la transformation numérique bouleverse déjà beaucoup votre métier de l'intérim et on parlera aussi des compétences à venir. Du coup, vous devez redoubler d'énergie pour ne pas vous faire comme dans toutes les sociétés de services, pour ne pas vous faire doubler, pour ne pas vous faire disrupter. Alors, c'est peu de le dire. C'est bon. Oui. Il y a 4-5 ans, quand je rencontrais d'ailleurs vos confrères, on me disait, bon, vous êtes un intermédiaire, vous êtes mort. Bon, c'est gentil. J'allais voir mes équipes sur le terrain, je me disais, mais Monsieur le Président, est-ce qu'on a encore un avenir? Donc, nous, notre métier, c'est d'être un intermédiaire entre des candidats et des entreprises. Alors, je vais parler surtout de nos métiers de travail temporaire ou de recrutement. Donc, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est d'essayer de réfléchir toujours autour de la problématique, c'est qu'est-ce qui a du sens dans une relation tripartite, qui est le fondement de ce que l'on fait, pour nos clients, pour nos candidats et pour nos propres équipes. Et comment est-ce qu'on essaie d'organiser tous ces sujets-là et pour que ça apporte de la valeur à chacun. Et bien évidemment, on travaille aussi sur nos sujets de productivité, parce que plus on sera productif, plus on sera capable de faire des prix extrêmement compétitifs rapportés au salaire des gens qu'on détache chez nos clients, plus ça donnera de la difficulté à de nouveaux entrants de venir. Donc on s'est lancé sur ce sujet-là. On a cru aussi très vite à la notion d'open innovation. Donc on considère qu'on n'est pas des développeurs de technologie. Il y a des gens qui savent mieux le faire que nous. Et juste pour le démontrer, on a scanné l'ensemble des startups du domaine RH. En France, on a identifié 600. Donc, on a beaucoup travaillé sur la notion d'open innovation. On a essayé d'embarquer l'ensemble de nos équipes sur ce sujet-là et on va dire sur la burning platform, sur le fait de dire ouais, tout ça est en train de changer. C'est pour ça que depuis le début, et en plus nous avons ensuite eu la chance après d'avoir choisi le bon cheval, mais d'être partenaire de Viva Technologies, où nous démontrons donc avec 40 startups avec nous ce que nous sommes capables de faire, encore une fois, au service de nos clients, au service de nos intérimaires. Et on a fait des progrès énormes. Mais c'est hyper frustrant, parce que comme on l'a évoqué, on avance juste à la vitesse du décor. C'est-à-dire, ça ne nous a pas permis de gagner de part de marché, ça nous a peut-être permis d'améliorer un peu plus notre profitabilité que nos concurrents, mais quand on voit l'effort, les investissements, le change que ça nécessite auprès de nos équipes, juste pour être capable d'avancer aussi vite que nos confrères au sens large. Donc ce qui prouve bien que si on ne va pas très vite, on est très vite disrupté. Et dans un monde où ça a été... Et qui est-ce qui vous disrupte justement aujourd'hui, hormis évidemment vos concurrents qui essaient d'avancer aussi à leur vitesse? Aujourd'hui, je crains franchement plus mes grands concurrents que de nouveaux entrants. Oui. Ça ne sera peut-être pas vrai demain. Mais souvent on me dit, mais on disait il y a quelques années, il y a de nouveaux entrants, vous allez voir, ils vont nous disrupter. Bon, ils ont une super performance. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Certains, en 5 ans, ont fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 5 ans, moi, j'en ai fait 750 de plus. Donc, je me dis, bon, pour l'instant, ça va encore. Mais j'ai un de mes confrères, Randstad, TAP, pour le nommer, ils ont racheté Monster. Alors, on peut dire, Monster, has-been, très bien. Ceci étant, c'est des millions de candidats, c'est de la technologie. Donc, voilà, donc c'est comment est-ce qu'on fait cette veille concurrentielle pour être certain qu'on ne rate pas quelque chose ? Et surtout l'obsession de en quoi la technologie peut être au service de ce que nous faisons. Je vais prendre juste un exemple. Je pense qu'on a été parmi les premiers à comprendre ce que pouvaient nous apporter les technologies mobiles. On a lancé une application mobile il y a 4 ans, presque 1 million de téléchargements aujourd'hui, et on a 150 000 personnes tous les mois qui se connectent sur notre application et qui vont depuis le moment où ils peuvent s'inscrire sur notre plateforme jusqu'au moment où ils sont payés. Et je vous passe tout le fait, y compris de signer leur contrat de travail, et encore une fois dans une relation tripartite où il faut que nous on signe, l'intérimaire signe et notre client signe. Donc voilà quelques exemples. Donc on a cru beaucoup à l'open innovation, on a embarqué nos équipes, et juste peut-être sur ce sujet-là, je crois que ça fait 7 ans que je suis dans cette fonction. Je crois qu'il y a 3 mois, notre CEO, mon chef, m'a fait le plus plaisir. Lorsque Encomex Group il a dit « Je suis venu en France, j'ai vu des équipes qui n'ont pas peur dans l'avenir. » Alors peut-être qu'elles doivent, j'espère qu'elles ont quand même un peu peur de l'avenir, mais je crois que c'est aussi un des rôles, puisqu'on parle du rôle des DG, c'est comment est-ce que dans un monde qui se transforme très vite, on fait en sorte que nos équipes
voilà, se disent finalement, j'ai confiance dans l'avenir. Et on peut penser que si nos équipes qui sont au contact du terrain, de tout le monde, elles se disent, ouais, j'ai confiance dans l'avenir, c'est que peut-être on n'est pas complètement dans l'erreur dans ce que nous sommes en train de faire. Benoît Grisoni, en quelques mots, nous rappeler un peu les 2-3 grandes étapes de Boursorama. Et justement, ça doit résonner ce que dit Alain Roumilac, parce que pure player, disrupteur. Aujourd'hui, vous êtes vous-même, alors vous appartenez à un plus grand groupe, mais vous êtes vous-même disrupté par des plus jeunes qui arrivent. Alors c'est un peu comme, ça y est, ils sont déjà là, il y aura plus les... Enfin, on nous disait ça il y a 10 ans, il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus de magasins. Bon, elles sont encore bien présentes. Puis on voit que même quand on essaie d'instaurer des nouveaux systèmes monétaires comme les crypto-monnaies, ça ne se passe pas aussi vite et aussi bien qu'on peut l'imaginer. Voilà, vous pensez que... Comment vous démontrez aujourd'hui que vous avez encore votre place? Vous avez 2 millions de clients aujourd'hui, vous espérez en avoir 3 millions en 2020. Voilà, comment vous faites aujourd'hui? En 2021. 2021, exactement. Comme c'est mon objectif. Bon, bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'on a 2 millions de clients. Comment est-ce qu'on montre qu'on reste un peu à la page quelque part? Parce que j'ai entendu tout à l'heure les propos de M. Paulin sur OVH. Je pense qu'on a du legacy aussi nous-mêmes, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on existe. Mais on a beaucoup progressé dans les 3-4 dernières années, puisqu'on a doublé de taille en 3 ans. Et donc, dans la banque de détail, c'est évidemment un peu original, puisque ça veut dire qu'on a un changement de taille qui est assez inédit. Et donc, je crois que comment on le démontre à travers la satisfaction de nos clients. C'est assez simple, hein. Il y a plein d'éléments de mesure qui permettent de s'en rendre compte. Donc on fait partie aujourd'hui des banques qui sont les plus préférées de la part de leurs clients. On le montre à travers le taux de notoriété aussi de la marque, puisque plus on grossit et plus on communique, plus on arrive à être connu. Nous, c'est très important pour nous, parce qu'on n'a pas d'agence. Donc il faut quand même qu'on ait cette crédibilité. Je sais qu'il y a un peu de bruit autour de la dernière publicité. Par exemple, avec Brad Pitt, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais, c'est dommage, il faut la regarder. Donc un sujet de crédibilité, un sujet de satisfaction client, un sujet d'acquisition, parce que nous, on regarde en permanence ce que font les disrupteurs dont vous parlez. Donc aujourd'hui, les disrupteurs dans notre marché à nous, c'est N26, c'est Revolut. C'est aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent régulièrement. Parfois sur une seule fonction, enfin sur un ils arrivent sur une verticale, ils prennent le paiement qui est souvent le plus facile opérationnellement, industriellement parlant, et qui est le plus intéressant au départ, parce que c'est celui qui tracte toute la relation avec le client. Parce qu'évidemment, on va dans sa banque assez souvent pour regarder ses comptes et ses opérations, un petit peu moins pour regarder le crédit immobilier qu'on doit rembourser. Donc ils ont attaqué par la face sud, on va dire, ce qui est assez logique finalement. Et donc ce qu'on essaye de regarder, c'est de s'assurer qu'on recrute plus de clients qu'eux. Donc c'est assez objectif, on trouve que c'est une mesure finalement pas trop mal. Et puis on adapte nos offres en permanence, puisque on a lancé des nouvelles offres qui visent clairement à leur laisser le moins de place possible, en tout cas pour l'instant en France. Ça fait partie de vos craintes, justement, de se dire on est un pur player, on doit rester toujours avec un coup d'avance. Toute la journée, on pense qu'à ça, en fait. Et justement, on doit être au top des technologies, au top de tout. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui est difficile à résoudre comme équation, c'est qu'en fait, vous avez l'impression vous-même, en effet, d'être un peu nouveau dans le marché par rapport à un modèle industriel, économique et relationnel qui est celui de la banque de réseau, qui existe depuis des dizaines d'années. Et nous, on a tout fait à peu près à l'envers de ce modèle-là. Et donc, c'est un choix industriel au départ très fort. Et puis, finalement, on se rend compte après, disons que la banque, on en fait vraiment depuis 10 ans, puis on a accéléré vraiment il y a 4 ans. Et finalement, on se rend compte qu'en effet, il y a des gens qui le font encore différemment. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, je pense, toujours une posture d'humilité par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, même si on est leader du secteur, si on prend les pure players, en fait, on ne se considère absolument pas comme leader. D'abord parce qu'on est des nains par rapport aux acteurs historiques, donc je pense que la comparaison du chiffre d'affaires sera à peu près la même que ce que j'ai entendu, en tout cas en relatif. Donc il faut savoir d'où on part, où ce qu'on est. Et puis après, il faut vraiment considérer les acteurs qui rentrent et s'assurer qu'on va leur laisser, enfin nous c'est comme ça qu'on raisonne, en tout cas le moins de positions possible. Et donc il y a une sorte de gymnastique à avoir, mais qui je trouve est saine parce qu'elle permet d'entraîner aussi les équipes, parce qu'on a beaucoup parlé de ça depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument que les équipes gardent cet esprit un peu de conquête, de conquérant. Et pour être conquérant, il faut avoir un tout petit peu envie de se battre. Et c'est vrai que peut-être le secteur de la banque, je ne sais pas comment sont les autres secteurs, je ne les connais pas bien, mais il n'y avait pas forcément cette volonté-là. Il y avait donc la question aussi d'être un commerçant, de devoir avoir des produits qui plaisent, des interfaces qui plaisent. Ce n'est pas forcément toujours l'image que je pense représentent les banquiers, même si il y a d'autres fonctions qui sont importantes. Et puis aussi la vision industrielle de notre métier, parce qu'à la fin des fins, le digital, c'est tout sauf des interfaces. C'est surtout ce qu'il y a derrière qui est important. Et donc, on passe nos journées à travailler évidemment sur je pourrais reprendre le décor ou
voilà, où le back-office, enfin, on passe beaucoup de temps pour que les process, les parcours clients soient le plus simple possible, ce qui, dans la banque, mais comme partout d'ailleurs, est jamais très simple parce qu'il faut tenir compte de tout un tas de contraintes. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il faut rester challenger, en fait, c'est ça le point. Hélène Chinal, donc Capgemini. Alors vous, dans cette table ronde, vous avez un côté un peu particulier parce que vous êtes partie prenante. Vous devez vous conseiller à la fois, vous accompagner à la fois la transformation numérique d'entreprises traditionnelles dans tous les secteurs. Et vous-même, en parallèle, vous devez faire votre propre transformation parce qu'il faut, vous aussi, il y a des process à changer, il faut aller plus vite, il y a des organisations à revoir aujourd'hui. Comment vous réussissez à mener les deux de front là, avec, on l'a dit, on a entendu ces mots de vitesse, d'instantanéité? En fait, nous-mêmes, effectivement, on a à se transformer. L'atout, c'est que notre cœur de métier, c'est justement tout ce qui est autour du numérique, puisqu'on est une entreprise de services numériques globale et qu'on a finalement un métier relativement jeune et qu'on a eu l'habitude finalement d'en permanence s'adapter à la demande de nos clients, qui a beaucoup évolué. Alors, c'est sûr qu'on a une révolution majeure aujourd'hui et effectivement, on doit accompagner nos clients et pour ça, nous aussi, on a dû s'adapter parce que la transformation digitale touche tous les métiers de nos clients. Si notre partenaire principal était et reste le directeur informatique dans les entreprises, il n'est plus le seul partenaire. On a vu que c'était créé des métiers de digital officer, de data officer. Mais en fait, tous les métiers de l'entreprise, finalement, sont touchés par la transformation même les métiers digitale. qui prennent en charge aussi les directions business. Et je dirais qu'on a un atout qui est finalement d'avoir plusieurs métiers au sein du groupe Capgemini, qui sont le conseil, la capacité à développer et opérer des applications, la capacité à développer et opérer des infrastructures, la capacité à offrir des plateformes de services. On a aussi créé tout un métier autour de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et finalement, là où on a en jeu, c'est d'allier l'ensemble de ces métiers pour répondre aux enjeux de la transformation digitale de nos clients. Donc c'est ce qu'on a fait l'an dernier, finalement, en posant ces métiers et en ayant une structure unifiée d'adressage de nos clients qui allie l'ensemble de ces forces. Après, ça a été largement dit, il ne suffit pas de poser une organisation, c'est une transformation managériale en profondeur. Alors on a aussi un autre atout, c'est qu'on a un énorme recruteur, ce qui nous permet en permanence finalement de nous rafraîchir par rapport aux enjeux et aux compétences nécessaires, parce que je dirais qu'un des principaux enjeux, ça a déjà été dit, ça reste quand même les talents et l'adaptation des talents finalement aux nouveaux enjeux, les nôtres et ceux de nos clients. Parce qu'en fait, il y a une adhérence très très forte entre les enjeux de nos clients et les nôtres. Et puis enfin, pas que nous et nos clients, mais tout un écosystème. Parce que finalement, OVH fait partie de notre écosystème. Nos grands partenaires font partie de notre écosystème. Mais l'ensemble des startups, de l'innovation fait partie de notre écosystème. On ne sait pas tout faire et on a besoin de travailler dans ces écosystèmes, de les connaître, de les anticiper, de les valoriser. Et notre principal métier, finalement, c'est d'intégrer l'ensemble de cet écosystème pour apporter la valeur attendue à nos clients. Alors justement, sur cette partie, on reviendra sur la partie humaine. Sylvie Giano, aujourd'hui, pour innover, on ne peut plus rester dans son coin, non pas que vous le faisiez forcément avant, mais on vient de le dire à l'instant, on fonctionne beaucoup en écosystème, on a des sous-traitants, on travaille avec des startups, on travaille même parfois avec ses clients, on travaille même parfois avec ses concurrents sur certains projets. Quand on est un PDG, voilà, à la tête d'une entreprise comme celle-ci, est-ce qu'on n'a pas une crainte justement que ça parte un peu dans tous les sens, et comment on fait pour canaliser un peu toute cette innovation ? Oui, ça, c'est une très bonne question parce qu'on jongle effectivement avec l'idée d'innover, d'aller chercher des idées à l'extérieur et les startups, c'est assez formidable parce qu'on va aller chercher des compétences complémentaires. On vient de, je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui représente cette startup. On a créé une société qui s'appelle une offre dans l'industrie qui s'appelle Dalkia Analytics, powered by Metron. Metron, c'est une startup qui fait de l'intelligence artificielle et qui nous aide justement à aller plus loin dans les économies d'énergie, avec des modèles qui analysent les corrélations entre les datas. Et c'est une offre formidable. Donc plein de choses qui émergent autour, dans les équipes, sur le terrain. L'innovation vient du terrain. Et en même temps, on retrouve toujours ce sujet de legacy, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'échelle.
il faut passer à l'échelle. Donc les idées, elles arrivent autour. Et comment, à un moment donné, cette offre, on arrive à la déployer auprès de l'ensemble des clients, auprès de 16 000 collaborateurs, de façon industrielle, en respectant les process de l'entreprise. Alors sur cette offre-là, ça se passe assez bien parce qu'on est vraiment sur un modèle de données. Mais dès lors qu'on va toucher à des process beaucoup plus techniques, vous voyez bien que quand on fait une chaudière biomasse, moi j'ai quelques petits sujets environnementaux, de respect évidemment de toutes les normes techniques qui sont associées à ça, au réseau de chaleur, etc. Et donc ça, c'est une espèce de colonne des processus habituels de l'entreprise qui nécessite aussi une très grosse rigueur. Et je trouve que le rôle des directions générales, c'est d'arriver à faire coexister à la fois tout ce bouillonnement d'innovation et de méthodes agiles qui s'orchestrent dans l'entreprise, tout en évidemment ne niant pas son cœur de métier qui nécessite évidemment des processus d'une rigueur extrême. C'est ça qui fait un petit peu la difficulté, c'est ça qui fait aussi que les deux temps se mélangent. Monsieur Pépi a parlé des différentes vitesses, le temps court de la start-up et le temps long du process plus industriel qui est proche plutôt de la R&D habituelle. Et donc je trouve que c'est vraiment le rôle du COMEX de mettre en place et d'orchestrer ça. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, l'entreprise a tiré très, très fortement de ces méthodes nouvelles d'innovation. Et c'est-à-dire que ces méthodes agiles, on doit réussir à les faire percoler dans les méthodes dites plus classiques de fonctionnement. Alors, par exemple, c'est un grand jour aujourd'hui pour le COMEX de Dalkia parce qu'on vient de changer de locaux, de sièges. Les méthodes passent aussi par des choses extrêmement physiques et donc je viens d'intégrer un open space du COMEX chez Dalkia, donc j'ai perdu mon bureau aujourd'hui et c'est assez formidable parce qu'il y a un de mes membres de COMEX qui me disait mais Sylvie c'est étonnant, j'ai jamais vu autant de personnes d'un coup en une matinée comme ça en arrivant sur cet espace totalement nouveau. Et alors ce qui est rigolo, pourquoi il s'est passé ça? Parce que nos collaborateurs ne le croyaient pas. Donc ils sont venus voir, mais vous êtes vraiment sûr, le COMEX, Sylvie, elle n'a plus de bureau. Effectivement, je n'ai plus de bureau. Et donc ça change une atmosphère, ça montre, on parlait d'exemplarité tout à l'heure, ça montre cette envie de faire percoler ces méthodes de collaboration, d'agilité qui nous viennent de ce monde du numérique, de ce monde de l'innovation, de cette façon de travailler avec des startups qui vont aller percoler dans d'autres façons plus classiques de travailler. Mais voilà. justement, votre crainte, c'est pas de vous dire à la fin de l'année, oh là, on a bien percolé sur plein de projets, et au final, je regarde la ligne du bas, on a progressé que très peu. Donc, comment vous... Alors, c'est une vraie préoccupation, ce sujet du résultat final. J'étais avec des managers opérationnels. Alors, chez Dalkia, c'est le manager qui est vraiment le premier encadrant des techniciens. J'étais avec une trentaine de ces managers qui sont vraiment clés il y a une dizaine de jours. Et je voulais qu'ils me parlent d'une nouvelle application qu'on vient de mettre en place, une application numérique pour les managers. Parce que je rencontre des managers qui ont cette application qui s'appelle Dagboard. Il y en a qui disent Sylvie, c'est formidable, je gagne un temps fou. Et puis il y en a d'autres qui disent oh non, Dagboard, ça marche pas. Alors je lui dis où je suis. Donc je suis allée les voir. Et puis là, je suis tombée sur une trentaine qui, au fond, me parlait de toute autre chose. Je dis, mais pourquoi vous ne me parlez pas de cette application? J'ai envie de l'avoir, l'information. Et j'ai compris assez vite qu'ils n'avaient pas encore passé le cap de l'utilisation. Alors, ce qu'on a mis en place aujourd'hui chez Dalkia, c'est un projet qui est absolument stratégique, qu'on appelle Manager au cœur. Parce que cette diffusion du numérique, ces nouvelles méthodes de travail, ce collaboratif qu'on veut mettre en place, mais il va venir de tous les échelons de managers, clairement, évidemment, après de chaque personne au sein de l'entreprise. Et c'est pour moi totalement stratégique d'arriver à enclencher cette dynamique-là. Je leur dis à mes managers, j'ai dit, vous savez, vous avez l'impression de faire du collaboratif quand vous avez envoyé un mail avec 15 personnes en copie. Pas du tout, il n'y a rien de plus cloisonnant que le mail. Et donc, comment on réinstaure cette façon de se mettre ensemble et de se travailler ensemble qui nécessite plus de contacts humains, paradoxalement, dans ce monde du numérique, des outils nouveaux de collaboratif. D'ailleurs, nos enfants, les digital natives, ils n'utilisent plus tellement le mail. Ils sont sur ces réseaux sociaux depuis toujours. Une façon d'appréhender ces outils-là qu'ont pas tout le monde, que tous les managers aujourd'hui n'ont pas ça dans la peau aujourd'hui pour utiliser ça et mettre en collaboratif de façon extrêmement puissante l'ensemble des équipes dans l'entreprise.
Alors justement, toujours en restant sur ce sujet de l'innovation, Benoît, Boursorama, donc vous dites jeune entreprise seulement une vingtaine d'années, mais ça veut dire des profils plus anciens, des profils plus récents, ça bouge. Comment vous faites aussi autour de cette innovation pour la diffuser ensuite, cette innovation, voilà, la canaliser, le terme n'est peut-être pas juste, mais baliser au moins, vous lui donnez des objectifs, en freiner certains, voire arrêter certains projets, et puis ensuite il faut diffuser. Et alors, pour nous, l'innovation, d'abord, le premier point important, c'est que c'est vraiment pas une fin en soi. Oui. Donc pour être très concret, on n'a pas vraiment de direction de l'innovation. Je pense que c'est important parce que si on dit qu'il y a une direction de l'innovation, ça sous-entend que les autres n'y participent pas, de mon point de vue. Donc c'est vrai qu'on a une personne qui est référente sur ce sujet, qui est en même temps notre directeur de la stratégie. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir en effet une vision commune de certains sujets. Par exemple, on a parlé de l'IA, et il y a un certain nombre de sujets comme ça, ou la data, évidemment, sur lesquels on peut avoir besoin à un moment donné de centraliser un peu les informations, d'avoir une veille. Mais ensuite, très très rapidement, en fait, quand on va prendre un de ces sujets, on va donner des objectifs très concrets. Vous voyez, pour nous, l'IA, c'est simple. Il faut que ça vienne détruire un certain nombre de contacts qu'on a avec nos clients. Et donc, du coup, on se donne un objectif très concret. On dit, si j'attaque l'IA, au-delà de l'aspect technologique qui, moi, ne m'intéressera pas beaucoup, en fait, parce que de toute façon, j'y comprendrai rien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je vais pouvoir l'utiliser très concrètement. Et donc, l'équipe projet qui va travailler sur ce sujet-là est plutôt une équipe projet qui va être avec un but de relation client, avec des objectifs très directs, très chiffrables, du coup. Et ce n'est pas une vision de l'innovation au sens prouesse technologique ou la satisfaction qui doit être intéressante, probablement conceptuelle. Donc nous, on a vraiment ces objectifs-là. On diffuse ça aussi dans toutes les équipes à travers beaucoup d'échanges inter-équipes. Ça, c'est vrai à travers les projets comme assez classiquement, mais c'est vrai un peu au-delà, puisqu'on a une académie aussi où on partage beaucoup de choses sur la base de nos principes, de nos valeurs et puis de nos intangibles, puisqu'on diffuse une culture d'entreprise depuis le départ qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, puisque le rationnel de ce qu'on fait n'a pas fondamentalement changé. Nous, le but, c'est que le client soit autonome dans un monde qui est extrêmement compliqué, qui est celui de la banque, où il n'y a que du jargon, où personne ne comprend rien. On essaye de le simplifier. En fait, c'est un travail d'ailleurs permanent. Et l'innovation peut arriver sur de la communication, elle peut arriver à travers l'interprétation d'un texte juridique, une nouvelle manière de faire une signature d'un document. Et quand vous faites du crédit immobilier, du crédit consommation, de la bourse, de l'assurance vie, en fait, c'est tout un tas de domaines qui à chaque fois ont leur spécificité. Mais il faut que ça reste cohérent vu du client. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et pour nous, ce qui est innovant, c'est plutôt qu'à la fin, encore une fois, nos clients nous remercient, entre guillemets. Alors après, il y a parfois plein de problèmes. On est comme tout le monde. Tout n'est pas parfait. Mais cette idée un peu d'innovation utile, qui peut être vraiment dans chacune des équipes. Et je le dis vraiment, il y a des gens à la conformité qui sont innovants chez Boursorama. Par exemple. Anna Samedo, tout à l'heure, dans son introduction, parlait de ces POC. Voilà, il y a tout un tas de POC. Est-ce que vous, de plus en plus, il vous arrive de taper du poin sur la table en disant, bon allez, arrêtez, on passe à l'échelle. Je suis désolé parce que je paraphrase ce qui a été dit avant, mais moi je passe mes journées à dire non. En fait. Je pense que c'est notre principale valeur. En fait. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps sollicité pour travailler avec des startups, des partenaires, lancer des POC dans tous les sens, parce que parfois il y a de la part des équipes la volonté aussi. Et c'est assez logique d'ailleurs de se challenger, même d'un point de vue. Nous, on a des équipes à Nancy qui sont les équipes de développement web, et c'est sûr qu'elles ont en permanence envie d'aller tester des nouveaux territoires. Et c'est vrai que recadrer toujours les choses avec un objectif utilitariste, ça ne plaît pas toujours. Et donc, on essaye évidemment de marier les deux. Parfois, on fait aussi des tests ou des POC qui ont une utilité pas forcément directe. Évidemment qu'on en fait un petit peu. Parce qu'il faut quand même aller regarder un peu comment ça marche. Par exemple, on a lancé l'année dernière le Google Home. On se doutait bien qu'on n'allait pas faire des millions de virements dès le premier mois. D'ailleurs, on n'en fait toujours pas des millions. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé aussi en même temps qu'on avait lancé le projet IA? C'est parce qu'il fallait un use case et on avait besoin de comprendre aussi quand même comment ça allait fonctionner. Ne serait-ce que dans la relation avec Google, par exemple, on a appris énormément en faisant ce POC. Donc voilà, donc je ne prends pas ce qui est de recette non plus miracle. Mais en tout cas, nous, le signal qu'on envoie, c'est que l'innovation, ce n'est pas propriétaire d'une équipe dédiée. C'est à chacun aussi, à travers sa façon de travailler, quel que soit son domaine, d'essayer de penser un peu différemment. Et comme on est une petite boîte aussi, c'est beaucoup plus facile pour nous que dans d'autres entreprises. On est 800, on est quasiment tous au même endroit. Enfin, voilà, il y a une facilité aussi d'accès à ces sujets-là. Et quand on dit non, on le dit à tout le monde. Et je crois que les personnes aiment bien ça, c'est-à-dire le côté assez direct aussi des choses. On perd beaucoup moins de temps à lancer 15 milliards d'initiatives dont on sait qu'elles n'auront jamais d'aboutissement. Alors, Rominac, vous avez donné quelques pistes tout à l'heure, mais vous pensez que vous avez les moyens aujourd'hui d'être à votre tour un disrupteur sur ce marché du service et de l'emploi? Vous parliez tout à l'heure de travailler beaucoup avec les startups.
ça, c'est l'une enfin, c'est plus qu'une piste aujourd'hui, c'est carrément un des axes de développement de votre innovation. Je ne suis pas sûr que j'ai complètement le sentiment que je puisse être un disrupteur. Déjà, encore une fois, si je vais au moins aussi vite que le décor, ça me permet peut-être justement de ne pas envoyer mes équipes dans le décor. Parce qu'en plus, le déployer sur un réseau de 700 agences et de façon assez cohérente, quand vous avez comme premier client EDF et La Poste, qui par définition vous prennent du personnel sur 300 ou 400 agences, donc vous avez intérêt à avoir quelque chose qui soit assez homogène. Donc, sur l'aspect disruption, mais je vous ai dit, déjà, rien que mon challenge, si je vais aussi vite que mon décor, c'est déjà pas mal. Donc, les startups, oui, on y croit. J'ai dit, nous, on a fait le choix, la technologie. Nous, ce qu'est notre métier, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le meilleur de la technologie au service de nos clients et de nos intérimaires ou des gens qu'on recrute. Donc, on a tout externalisé, ce qui peut être externalisé, et on utilise ce qui est le meilleur de la technologie, que ce soit une technologie plutôt éprouvée sur un certain nombre de process, soit une technologie disruptive. Bon, typiquement, je crois que l'an dernier, on a fait un gain très significatif. Je pense qu'on a été les premiers à lancer ce qu'on appelle du recrutement programmatique. On va regarder les conversations qui se font sur Facebook, et en fonction des conversations, ça nous permet d'identifier des gens qui ont déjà des domaines d'intérêt et on va leur pousser des offres d'emploi qui sont en ligne avec leur domaine d'intérêt. C'est-à-dire que typiquement, si on cherche pour un de nos clients en constructeur automobile des gens pour monter des voitures, ben les gens qui parlent beaucoup de voitures, peut-être que ça va les intéresser. En plus, ils sont dans cette zone-là. Donc là, l'an dernier, on a lancé ça à grande échelle et on a eu des résultats extrêmement spectaculaires. Simplement, c'est que juste après, résultat spectaculaire, en 3 mois, 140 000 candidatures. Super content. Enfin, surtout les équipes qui avaient lancé ça. Chef, a été super fort. Bon, je regarde, mais je dis, mais c'est quoi? Enfin, nous, on a nos effectifs à la semaine, mais je ne vois pas la montée des effectifs. Donc ensuite, on retourne sur le terrain et dit, bah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, ils nous abreuvent de candidats pas qualifiés. Là-dedans, évidemment, les gens qui répondent à une offre, bon, on va dire la qualification justement, est-ce qu'ils ont la bonne qualification est relativement, on va dire, marginale. Donc ensuite, il faut requalifier. Donc ben non, si vous nous envoyez 200 candidats, on n'a pas le temps de les qualifier. Bon, donc ensuite, derrière, à chaque fois qu'il y a une innovation et qu'on pense avoir fait un bout du chemin, on se dit, ben non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technologie pour pré-qualifier, pour que les gens qu'on va mettre à disposition de nos équipes, justement, on puisse les mettre à l'emploi le plus rapidement possible. Donc, voilà, donc encore une fois, une grande humilité sur tous ces sujets. Et sur les sujets d'innovation, alors nous, on est des super pragmatiques. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et dans notre process, encore une fois, qu'est-ce que ça va nous apporter? Et peut-être que justement, quelques exemples comme celui que je viens de citer, où on se dit, mais voilà, on a trouvé la pierre philosophale, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a une chaîne de valeur qui est complexe, quelque part, nous aussi, à mettre en œuvre. Donc, en quoi est-ce que ça nous aide dans l'amélioration de notre chaîne de valeur? Mais nul doute que scanner tout ce qu'il y a de meilleur de technologie et pouvoir l'intégrer avec cette obsession, c'est en quoi est-ce que ça nous apporte plus de valeur? Hélène, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'innovation faite avec le client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les dirigeants doivent être encore plus proches doivent rendre visite régulièrement à ses clients parce que l'innovation, ça passe aussi par cette collaboration entre clients et... Bien sûr, mais d'ailleurs, les clients ne nous attendent pas tellement. Hein. On le voit, beaucoup d'entre eux font des parcours dans la Silicon Valley pour se tenir à jour. Alors évidemment, nous, on est encore plus tenus de le faire. Hein. Et on a créé il y a quelques années ce qu'on appelait à l'époque des Labinos. C'est un peu démodé maintenant. Donc on appelle ça maintenant des Accelerated Innovation Exchange. On en a 17 dans le monde sur 4 continents, 5 en France quand même, puisque c'est là que cette initiative est née, et qui finalement sont des lieux de veille avec des écosystèmes académiques, avec des grands partenaires technologiques, mais aussi des écosystèmes locaux de start-up. Et là, on fait de l'idéation, de l'expérimentation avec nos clients, avec nos partenaires. Mais l'objectif, à la fin, c'est quand même de passer à l'échelle. Parce que ça a été dit, l'époque, c'est bien gentil, mais à un moment donné, faut qu'il y ait une vraie utilité pour l'entreprise. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aider des startups à passer à l'échelle, dans certains cas. Donc, on a développé une méthodologie autour de ça, puisque à la fin, je le disais, on est un intégrateur de services en face de nos clients. Donc, on se doit de tenir nos engagements et notamment de solidifier les partenaires avec lesquels on travaille et de les aider à grandir quand on est convaincu qu'ils ont cette capacité à grandir. Donc ça, c'est un de nos forts enjeux.
Et puis, on a aussi un enjeu interne quand on parle d'innovation, puisque ça a été très bien dit aussi, il faut donner de la perspective, du sens à nos collaborateurs. Et nous aussi, on doit innover dans la manière de gérer nos collaborateurs, dans la manière de fonctionner avec l'extérieur et qu'il n'y ait pas une rupture finalement entre l'entreprise et la vie de nos collaborateurs. Ils attendent beaucoup de nous en tant qu'engagés sociétalement. Et je voudrais donner un exemple finalement d'une innovation interne. On a évidemment des outils collaboratifs. Moi, je suis personnellement très engagée dans la mixité, qui est un sujet très à la mode. Et il y a quelques années, on avait fait une étude par un chercheur à l'extérieur sur les stéréotypes de genre dans notre entreprise et d'autres. Puis une fois qu'on a eu le résultat de cette étude, on s'est bien demandé quoi en faire. Parce qu'une fois qu'on l'a, il faut la diffuser, il faut qu'elle s'intègre dans l'entreprise. Donc on avait fait un petit jeu justement en utilisant une application. Ça avait d'ailleurs pas mal marché. Mais en fait, ça n'a pas produit tous les effets attendus. Donc il y a 2 ans, on a lancé un concours au sein de la totalité de l'entreprise, nos 25 000 employés en France, pour qu'ils nous fassent des propositions afin d'améliorer le comportement autour de la mixité dans l'entreprise. Et on a 37 équipes qui se sont constituées naturellement dans différentes géographies en France. Et ensuite, il y a un jury national composé de tous nos collaborateurs qui ont choisi les 2 meilleurs projets. Derrière, on a fait un pilote. Alors, ces projets n'étaient pas parisiens. Il y en avait un qui était bordelais, l'autre nantais. C'est aussi important de le noter. Tout ne se développe pas qu'à Paris. Et aujourd'hui, un de ces projets, par exemple, s'appelle La Perle. Et il met en évidence, finalement, des comportements favorables ou défavorables dans l'entreprise vis-à-vis de la mixité. Et c'est un site qui vit très bien, qui est modéré et du coup qui engage les collaborateurs et qui est un élément à la fois d'innovation et de motivation de nos collaborateurs. Mais je pourrais en citer plein d'autres de ce genre. Sylvie Janot, justement, quand on a beaucoup parlé ce soir de changement de culture, transformation du management. Comment ça se passe chez vous, justement? Comment vous avez insufflé ce changement de culture dans un métier, vous nous l'avez décrit tout à l'heure, très industriel. Voilà, il y a des process. Et aujourd'hui, voilà, comment on dit aux gens, il faut que ça change, il faut casser des silos, il faut revoir un peu, faut mettre des organisations plus transversales. Alors, moi, je suis arrivée chez Dalkia il y a un peu plus de 2 ans et demi. La première chose que j'ai faite, c'est de nommer un directeur des systèmes d'information et du numérique au niveau du COMEX. Ce n'était pas le cas. Donc, tout le monde parle de numérique, tout le monde veut en faire, le digital. Et en même temps, quand on regardait où est-ce que ça se situait, finalement, ce n'était pas forcément tout de suite au bon niveau dans la transversalité du comité exécutif. Donc, c'était une décision assez forte et qui a beaucoup joué aussi dans la façon de travailler ensemble entre les métiers et la direction des systèmes d'information et du numérique. Puis vous entendez, je parle de direction des systèmes d'information et du numérique. Parce que je n'ai pas souhaité effectivement créer un CDO à côté d'une DSI ou des métiers. Parce que je trouve que ça, finalement, c'est une bonne idée pour générer tous ces POC dont on a parlé. Ça, il y a une grande mode du directeur digital. Et en même temps, finalement, ça crée pas de facilité pour connecter finalement les métiers, le corps, comme disait tout à l'heure, le cœur de métier, avec le développement de l'innovation digitale et de la direction des systèmes d'information, parce que à un moment donné, quand on veut passer à l'échelle, ça touche quand même ces systèmes d'information dits legacy et qui sont finalement qui irriguent toute l'entreprise sur l'ensemble des sites en France, voilà. Donc ça a été vraiment assez fort de créer ça. Ne serait-ce aussi parce que là encore, ça a été dit tout à l'heure, c'est finalement au niveau du COMEX, on arrive bien à parler de la stratégie digitale, à l'enjeu, l'urgence du digital. On sent bien que si on n'est pas au rendez-vous pour nos clients qui demandent d'ailleurs ce digital, qui demandent de la transparence, et même vis-à-vis des actionnaires, souvent des actionnaires. Voilà, on n'est pas dans le coup, et évidemment, de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord.
Après, quand il s'agit d'orchestrer cette dynamique de transformation, parce qu'elle est absolument nécessaire, le monde bouge tellement vite, vous l'avez dit, et être dans le time to market, c'est déjà très très bien. Eh bien finalement, il faut mettre tout le monde en mouvement. Tout le monde en mouvement avec son histoire personnelle, son âge, tout simplement son rapport au numérique, qui n'est pas si évident que ça. Et donc, ça nécessite finalement qu'à tous les niveaux, on embarque ces méthodes de travail. Et c'est vraiment, je vous ai parlé de manager au cœur de mes premiers niveaux de management, mais ça touche l'ensemble de la chaîne managériale. Et donc, cette dynamique-là, elle est très forte. Et je peux dire que je suis, je suis en train de la conduire. C'est pas ce qui est le plus facile. C'est là où on voit que ce sont des sujets extraordinairement humains, clairement. Hein, et on n'a pas fini son travail quand on a cliqué sur son mail, je le répète. Alain Roumilac, vous avez cette, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cette difficulté chez Manpower. Il y a vous, il y a le client, et puis il y a l'intérimaire, enfin celui qui va effectuer la tâche. Alors comment on réussit justement à ce que tout ce monde fonctionne avec ces nouveaux outils, avec ces nouveaux process, enfin, avec cette accélération numérique? Et il faut y rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on trouve de moins en moins facilement les compétences que nos clients ont besoin. En plus. Oui. Donc, ceci étant, c'est une vraie opportunité. Je vais y revenir en 15 secondes. Donc encore une fois, l'obsession, c'est en quoi est-ce que, nous, notre métier, c'est comment est-ce qu'on utilise le meilleur des technologies pour améliorer notre service à l'ensemble de ces différents acteurs. Ensuite, on lance des projets une fois qu'on a vraiment cette conviction et on les arrête ou on les poursuit si on a la conviction qu'on est capable, ils sont capables de nous apporter de la valeur et qu'on est capable de les développer et de les déployer donc at scale. Et moi, j'ai une obsession qui est quel est le taux d'utilisation des systèmes que l'on met en place. Ça, d'ailleurs, ça permet au moins comme ça à ce qu'on aille dans des démarches dites MVP. On fait le plus simple pour que ça soit utilisé par le plus. Parce qu'au début, moi, ce qui me perturbait, c'est qu'on avait des systèmes utilisés à 30-40%. Voilà. Encore une fois, je reviens sur un élément. Typiquement, 2 ans, plus de 70% de nos contrats qui sont signés de façon électronique, c'est plus qu'on en signait avant. Donc c'est juste donc adoption de l'ensemble de ces sujets sur ce point-là. Donc c'est ces sujets, cette obsession, s'assurer que c'est bien utilisé, des enquêtes de satisfaction des uns des autres, regarder d'ailleurs sur le digital, avoir l'obsession de est-ce que les systèmes qu'on met en place sont bien utilisés. Je citais par exemple aussi le cas de nos système de candidature, d'inscription sur nos systèmes. Donc on regarde à chaque moment, c'est où est-ce qu'on perd des gens qui s'arrêtent dans le processus. Voilà, donc ce sont des techniques de e-commerce extrêmement classiques, mais qui pour nous ont été, quelque part, un saut quantique, de façon à réfléchir comment est-ce que, d'ailleurs quand ce sont des clients qui se connectent sur nos systèmes, ou que ce sont des gens qui viennent candidater, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour leur rendre la vie le plus simple possible, pour qu'on ait le rendement le plus important. Et enfin, je pense que ce qui nous aide aussi dans l'ensemble de cette transformation, c'est que bien sûr, ça perturbe nos métiers, ça optimise tout ce que l'on peut faire, mais ça nous permet de dégager de la ressource pour être capable justement de combler ce gap entre les demandes de nos clients et les compétences sur le marché. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de notre population, on leur a dit, vous allez changer de métier. Vous allez devenir agent. Vous allez devenir agent de vos talents, comme un impresario. Donc vous allez devenir, hier, ce que vous faisiez simplement, bon, vous aviez une bonne relation avec les gens, mais vous faisiez simplement du matching. Aujourd'hui, ça, c'est plus suffisant. Si on fait ça, on ne répond plus à l'attente de nos clients. Donc, vous allez prendre, quelque part, des portefeuilles de talents, dont votre objectif, ça va être de les coacher. Vous allez développer avec eux donc des parcours de façon à augmenter leurs compétences pour qu'ils soient en ligne avec ce que sont les demandes de vos clients. Entre autres sur le sujet digital, mais pas que. Et donc, ce qui fait que d'ailleurs, sans doute que ça a permis, pour revenir sur mon point tout à l'heure, avoir des gens qui ont confiance dans l'avenir en se disant, et même si demain on commence à leur dire, on ira peut-être vers des techniques d'automatic matching, mais c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, ça nous permettra de dégager encore plus de temps pour travailler sur d'autres tâches, des tâches qui ont de la valeur,
qu'ils perçoivent en tout cas comment il y a encore plus de valeur. Bon, par contre, ce sont des investissements colossaux en termes de change management, en termes de formation. Donc on a changé notre référentiel de métier. On est en train de les certifier. Sur cette histoire d'agent des talents, on a mis en place 3 niveaux de certification pour que ce soit un vrai engagement avec des certifications d'agence pour mobiliser tous ces sujets. Donc, on mène tous ces sujets en parallèle, mais qui ont une vraie cohérence par rapport à ce qu'il faut qu'on fasse, par rapport à ce qu'il faut qu'on fasse pour apporter la valeur que nos clients nous attendent, apporter la valeur aussi de ceux qui croient en notre promesse, qui est qu'on va les aider à s'insérer dans le monde professionnel, les emmener dans notre contrat de CDI intérimaire, où on en signe quasiment 1000 par mois actuellement, puis ensuite être embauché chez leurs clients. Et puis pour nos équipes, c'est leur dire, voilà, tout ce qu'on est en train de faire, c'est au service de cette vision pour apporter la valeur. Vos métiers vont changer, ne soyez pas inquiets, ils le sont normalement, bien évidemment. On va vous accompagner dans la transformation et même si on va améliorer nos productivités de façon absolument colossale, voilà, vous allez aller sur d'autres sujets qui vont nous permettre toujours de mieux répondre à l'attente de nos clients. Benoît Grisoni, justement, ces métiers qui changent, c'est votre cas aussi chez vous, alors même si le métier de base de la banque reste le même quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ces fintech qui arrivent, et même vous êtes lorsqu'on a préparé cette table ronde, on a dit nous, en termes d'organisation, on est en amélioration continue, on est toujours en train de bouger. Mais justement, quand on est dirigeant d'une organisation qui est toujours en train de bouger, est-ce qu'on n'a pas la crainte parfois de brider certains profils parce que il y a quand même du chiffre à faire avec ce qui tourne aujourd'hui, et avant de partir tout de suite dans des projets un peu fous sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui chez vous ? Je pense que ça... En fait, ce qui est très motivant, je crois, pour l'ensemble des équipes, c'est de participer à une aventure qui est quand même une aventure de croissance. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même toujours une satisfaction personnelle quand on a la chance, finalement, ce qui revient au point de départ aussi de ce qu'est Boursorama par rapport à son secteur. C'est-à-dire plutôt un objet un peu original, un peu bizarre. Et donc, je crois que tout le monde a cette fierté, on va dire, intérieure, qui est importante, parce que tous les objectifs qu'on se donne sont tournés autour du fait d'avoir de plus en plus de clients, ce qui est quand même plutôt sympa, de plus en plus d'encours, et d'être capable de garder la satisfaction de nos clients, voire de l'améliorer quand on peut, ce qui est encore le cas récemment. Donc, on est plutôt content de ça. Et après, par contre, je pense que pour préparer l'avenir, d'abord, nous, on partage du coup beaucoup avec nos équipes. Encore une fois, c'est une petite équipe au total. Et puis après, on se projette assez vite dans l'avenir. Et c'est vrai que nous, l'entreprise, globalement, telle qu'on la projette, ce n'est pas forcément en nombre de personnes qu'on voit une évolution majeure, parce que, encore une fois, nous, on est dans un modèle dans lequel, on l'a déjà dit, mais il y a beaucoup de gains de productivité. Aujourd'hui, on gère 2600 clients par personne, alors que c'était même pas 1000 il y a 3 ans. Donc évidemment, il y a des gains de productivité majeurs par notre modèle intrinsèque. Et donc l'objectif, c'est d'emmener les équipes aussi vers des pôles d'expertise, et donc d'être de plus en plus, et si je prends un exemple, par exemple, à la direction client, plus le temps passe, plus les conseillers de clientèle plus classiques qui traitaient des demandes finalement à assez faible valeur ajoutée, on va être en train de les former pour essayer d'être plutôt sur par exemple des problématiques d'épargne, pour être plutôt sur de la gestion des exceptions, mais qu'on estime avoir de la valeur. Et je ne vous dis pas qu'on y est aujourd'hui. La question, c'est la cible à laquelle on va atterrir. Et donc je pense que là, on commence à se donner les moyens à travers le fait de se projeter à 3-5 ans. Si on veut rester les meilleurs dans notre domaine, si on veut avoir les marges de manœuvre qui permettent d'avoir les meilleurs prix, parce qu'à la fin des fins, on ne fait pas ça juste pour la beauté du geste, hein. On le fait juste parce qu'on veut être les plus efficaces. Et si on pense être les plus efficaces, on est sûr que ce sera compliqué de venir nous embêter. Et donc, on passe nos journées à faire ça pour avoir le meilleur prix pour nos clients. Et si on veut que nos équipes, encore une fois, participent à ça, et je crois qu'on y arrive globalement plutôt pas mal, c'est d'essayer de former les équipes à des pôles d'expertise, d'être très clair aussi sur la proposition de valeur. Il n'y a pas de surprise chez nous. Avec un risque que des technologies disparaissent ou que des technologies aillent plus vite que d'autres. Et vous les mais on en a parlé tout à l'heure. Il y a des systèmes d'information d'ailleurs qu'on abandonne. Ou je parlais tout à l'heure de l'IA. Nous, le but, c'est que ça fasse tomber même des canaux de la relation entière. Enfin, je veux dire, si on ne peut plus avoir de mails de la part de nos clients, pourquoi avoir des mails finalement? Et donc, en fait, il faut tout le temps se poser ces questions-là. Et donc, en fait, on emmène... Évidemment, après, je pense qu'il ne faut pas être démagogique. Ce n'est pas forcément facile dans l'ensemble des équipes. Mais comme on a la chance d'être sur un modèle qui a peu changé, le plus important est qu'on n'a pas de changement de promesse. Donc nous, contrairement peut-être au thème même de cette table ronde,
Nous, il n'y a pas vraiment de transformation. La stratégie, c'est la même depuis 15 ans. Donc ça aide un peu quand même, hein. C'est-à-dire que du coup, on ne peut pas être surpris de ce qu'on dit. Par contre, c'est vrai qu'on va plutôt extrémiser la façon de le voir. On va aller au bout du modèle parce que, comme vous l'avez dit, si on veut garder une longueur d'avance, il ne faut pas considérer qu'on soit déjà arrivé. Et là, il faut entraîner les équipes. Je crois que c'est beaucoup de formation, beaucoup de transparence aussi sur l'objectif final qu'on poursuit. Et je crois que si vous dites à tout le monde que finalement, c'est pour un objectif qui est d'être la première banque demain en nombre de clients, d'avoir des clients satisfaits, qu'on a la chance d'avoir ces objectifs sous-jacents qui sont quand même importants. Je crois que les gens ont besoin de sens. Et donc, s'ils voient qu'ils ont l'impression d'être utiles, et ils le sont à travers le pouvoir d'achat, la satisfaction des clients, etc., ça aide aussi parce que c'est plus aspirationnel. Hélène Chélan, justement, aujourd'hui, on parlait du client, on sait que tout le monde parle de l'expérience client, tout le monde parle du time to market, donc il faut aller vite. Ça veut dire aussi qu'en termes d'organisation, il faut savoir casser des organisations, il faut que des gens puissent travailler beaucoup plus en transversal, il faut mélanger les métiers, comment ça se passe chez vous ? Je dirais que je l'ai déjà dit, mais on a le même enjeu que nos clients, parce qu'en fait, on a tous les métiers qui permettent de répondre à nos clients. Et le sujet, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble pour apporter la complémentarité de ces métiers. Donc, je pense que notre premier sujet, c'est la coopération entre nos différents métiers, et du coup, un changement de modèle de fonctionnement, de modèle managérial. On a lancé un programme il y a 1 an autour du management qui s'appelle Making Leaders, et c'est très porteur de sens. On cherche à avoir des leaders, pas forcément avoir des managers directifs. Et ce programme, il est destiné à l'ensemble de nos métiers, en fait. C'est-à-dire qu'on a des managers de mission qui sont des patrons de conseil, on a des directeurs de projet, on a des gens qui opèrent des infrastructures. Et on les a tous mis dans le même programme pour que finalement, ils aient une manière de travailler, de diriger et de travailler ensemble complètement différente. Donc, casser les silos. Bon, après, quand on casse les silos, peut-être qu'on en recrée d'autres, mais au moins, c'est créer un état d'esprit de la coopération. Ça a été dit, la transformation, ça veut dire aussi le changement. L'homme est résistant par construction. C'est quoi justement ces points de friction Les points de friction, c'est un peu toujours les mêmes dans les organisations. C'est des enjeux de pouvoir, de résultats, de qui est-ce qui va être le meilleur. Il y a toujours un petit côté compétition. Ça existe aussi dans les organisations de nos clients. Mais il n'y a pas une désignation. Enfin, quand vous dites des enjeux de pouvoir, oui, ça a toujours existé, mais est-ce que le numérique, parfois, on a l'impression, vient aplanir un peu tout ça? Oui, c'est vrai. Une des autres choses qu'on a développées, c'est les communautés, en fait. Aujourd'hui, c'est difficile de dire il y a des filières qui sont étanches. Par exemple, nos directeurs de projet, on leur a donné des formations autour de l'agile, mais c'est quoi un leader agile finalement ? Comment il se comporte avec ses équipes. Donc aujourd'hui, on a des communautés de métiers, mais on a aussi des communautés d'expertise qu'on anime et en fait, on leur a donné les outils d'animation par eux-mêmes, parce que si à chaque fois, il faut rajouter du management, finalement, on n'y arrive pas. Donc on laisse se créer ces communautés, on leur donne des outils et on les laisse finalement créer leur réseau et leur animation ensemble. Et la seule chose qu'on fait finalement, c'est leur donner les moyens de le faire. Et du coup, ça crée de la transversalité puisque ces gens se parlent au quotidien, échangent leurs expériences, leurs meilleures pratiques, aussi s'aident à résoudre des problèmes, parce que finalement, on est là aussi pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes et finalement, on s'approprie le problème de notre client et peut-être que le copain d'à côté, il a déjà résolu ce problème. Donc c'est toute cette culture-là de fonctionnement entre nous, avec l'écosystème et avec nos clients qu'on essaye de changer en changeant nos méthodes de fonctionnement. Il nous reste quelques minutes avant de passer la parole à Bénédicte Tilloy pour conclure. Alors, il y a des questions, je ne sais pas si elles arrivent sur Bicast. S'il y en a quelques-unes, peut-être, oui, en prenant un micro, hop, en posant... Donc on a eu une première question au niveau de l'organisation de Laurent Papiernik, qui est comment concilier l'impulsion digitale au niveau corporate et l'indépendance des entités dans les très grandes entreprises. Grande question. Vous avez 2 heures. Sylvie. Je vais vous parler un peu du groupe EDF alors.
Donc, dans le groupe EDF, il y a effectivement un directeur SI numérique corporate au niveau du groupe. Et alors, je reparlais de Dalkia derrière ça, parce que Dalkia est une grosse filiale qui dépend de ce groupe-là. Alors, il n'y a pas de contraintes très très fortes entre justement cette direction corporate et Bertrand Dagbord qui est ici, qui est mon directeur des systèmes d'information et du numérique. Il y a quelques éléments de cadrage qui sont très structurants. Le premier, peut-être le plus fort, c'est le sujet de la cybersécurité. Et à la limite, pour moi, c'est une chance d'être dans le groupe EDF parce que avoir toute cette intelligence, cette réflexion qui a émergé dans le groupe. Alors en plus, vous voyez le sujet, puisqu'on est très très gros, les centrales, etc., les réseaux, ce sujet de la cybersécurité qui a été extraordinairement pensé, qui va bénéficier finalement à Dalkia. Et c'est plutôt, je dirais, un plus. On a plutôt des impulsions sur un certain nombre d'éléments de cadrage, plutôt que de dire faut faire ci, faut faire ça, etc. Et donc je trouve que ça maintient une agilité finalement, y compris dans un groupe tel que le nôtre. Une autre question. Oui, une deuxième question justement sur la cybersécurité. Et comment est-ce qu'elle est intégrée dans les projets de transformation? Et étant donné les changements en cours, la fonction cybersécurité des entreprises doit-elle se transformer elle-même avec la généralisation du digital et des usages liés? Une question de Samy Gomez. Voilà, c'est vrai que la cyber aujourd'hui, on va le dire, mais moi tous les entretiens que j'ai aujourd'hui avec des dirigeants, quand on leur demande les 3 priorités, la cyber, elle en fait partie. Je pense qu'on se remet 18 mois, 2 ans en arrière, ça n'était pas le cas. Bon, depuis, on a quand même eu quelques faits d'armes des hackers et des pirates qui nous ont montré qu'ils savaient y faire, même avec les industriels. Ouais, j'ai envie de dire que c'est à nouveau, c'est un sujet qui n'est pas évident parce que c'est souvent vu comme une contrainte et ce n'est pas évident de le voir comme une opportunité. Et à nouveau, on revient sur l'humain, parce que les premières failles, elles viennent de l'humain. Nous, on a pris l'initiative, justement, avec une start-up qui est venue nous faire une offre de service, de former nos développeurs au code secure et sous forme de gaming. C'est un autre exemple de la manière, finalement, d'intégrer la cybersécurité dans le quotidien. Outre effectivement les menaces qui sont bien présentes, il y a aussi la culture qu'il faut changer à tous les niveaux dans l'entreprise et ça ne peut pas venir uniquement du corporate. C'est lui. Et pour compléter, parce que par exemple chez Dalkia, on a évidemment beaucoup de numérique aussi chez nos clients, les systèmes sont connectés, il y a de l'Internet des objets, etc. Et donc ça peut être aussi, pour être une touche positive, un facteur de différenciation dans l'innovation, d'être peut-être un peu plus cybersécure que d'autres. Alain, est-ce que ça fait partie de vos tracas aujourd'hui, cette cybersécurité? C'est pas un tracas, c'est une obsession. Ouais. Parce qu'on a 2 millions de personnes pour lesquelles on doit avoir les coordonnées bancaires. Donc inutile de vous dire que si ça part dans la nature, c'est pas terrible. Hein. Donc, alors simplement juste sur le terme process. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est quand on fait un POC, on ne met pas l'informatique dedans. Ils peuvent regarder, mais ils n'ont pas le droit de censure. Sauf que si ça marche, ils ont le droit, en particulier, de censure sur la cybersécurité. Et on a un certain nombre de projets qui s'arrêtent parce que, justement, ça ne passe pas le cut sur la partie cybersécurité. Mais au moins, ça a permis de lancer les idées et de se dire, voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ok, c'est peut-être pas ça la bonne solution parce que en termes de cybersécurité, ça tient pas la route. Et je veux dire, là, on est hyper exigeant là-dessus. Mais dans ce cas-là, essayons de réfléchir. Soit d'abord, on peut aider la start-up en disant, voilà comment il va falloir redévelopper votre code de façon à ce que, ou quels sont les outils qu'il va falloir utiliser pour qu'on puisse travailler ensemble. Ou dans ce cas-là, on rescanne le marché en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait la même chose, mais qui est compliant avec ce qu'on fait en termes de cybersécurité? Je ne pose pas la question de cyber à Benoît, parce que j'imagine que c'est important. Voilà, c'est dans l'ADN, j'imagine, à la base. Non, mais c'est vrai que c'est une top priorité. On a évidemment on a la chance, nous aussi, d'être dans un grand groupe, puisqu'on est dans le groupe Société Générale. Et pour reprendre ce que vous disiez juste avant, sur ces sujets très régaliens, c'est quand même une très grande force, parce que finalement, on a la chance d'avoir d'abord un groupe qui est mondial, qui a donc vu tout un tas de choses qu'on n'a peut-être pas vues nous en France, par exemple. Et donc on peut s'inspirer de ça, et puis on peut partager aussi évidemment à la fois des outils, des expériences, beaucoup d'échanges d'équipes aussi, c'est-à-dire des gens qui viennent nous épauler dans ces spécialités-là. Donc ça c'est très important, parce que ça, même si on rêverait de travailler avec
avec des partenaires. Je pense que c'est bien qu'on bénéficie aussi de ces expertises. Voilà. Et après, il y a tout un enjeu chez nous qui est aussi l'enjeu de la pédagogie auprès des clients. Parce que les clients n'ont pas tous encore la sensibilité autour de ces sujets-là. Et donc, on voit que, vous avez raison, il y a des gros risques internes. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour expliquer aux clients, aux citoyens, finalement, attention, parce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques à avoir. Et donc, on passe beaucoup de temps sur la pédagogie, en expliquant des choses en vidéo, en essayant de faire beaucoup de choses autour de ça, parce que c'est vraiment un enjeu majeur, je pense, parce que beaucoup de gens ne sont pas encore bien sensibilisés. Oui, les données bancaires par téléphone. Ouais, par exemple. Non, mais c'est vrai, on est encore surpris. Ça fonctionne encore, malheureusement. Ouais. Allez, une dernière question sur la relation employé-fournisseur. Peter Larkin qui nous dit « Un des freins à la généralisation des nouveaux outils digitaux dans les grandes entreprises est la volonté des experts, notamment les data scientists, de développer les outils eux-mêmes au lieu de les prendre à l'extérieur. » Donc la question, c'est comment changer ce comportement. Non, mais si vous mettez à chaque fois les utilisateurs, les bons utilisateurs, donc nous, quand on développe nos applications mobiles, on travaille avec des panels d'intérimaires. Quand on développe notre portail client, on travaille avec un panel de clients. Et quand c'est pour nos outils internes, on a des agences pilotes. Voilà. Et au bout d'un moment, de toute façon, les gens qui veulent développer des trucs un peu trop sophistiqués, au bout d'un moment, quand on leur a dit non, soit ils changent, soit ils nous quittent. On retouche au sujet de la culture, qui est très intéressante, parce que quand on met l'utilisateur au cœur, évidemment, qui est vraiment clé dans ces méthodes agiles, qu'on mette le client au cœur, ou par exemple chez Dalkia, un technicien au cœur sur des applications techniques, ça chamboule quand même un peu les gens du siège. C'est-à-dire qu'il y a quand même, mais pourquoi on met un technicien au cœur alors que moi, voilà, je suis le grand responsable du processus technique et c'est moi qui sais. Et donc, on retouche à ce sujet, évidemment, d'état d'esprit et de responsabilité très forte qu'on a d'embarquer tout le monde, d'acculturer, de former, de mentorer, etc. C'est plein de choses qui vont faire qu'on y va tous ensemble et on ne laisse pas de côté, hein, comme des Monsieur Pépi tout à l'heure, les points com et les autres. Voilà. Merci à tous les quatre. Il y a un thème qui était assez fort, c'était celui du recrutement. Et je pense que tout le monde a compris que c'était un gros enjeu aujourd'hui. Et voilà, on les tous. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas abordé, parce que c'est vrai que tous ces talents, on les attend tous. On peut vous applaudir. Voilà, on vous applaudit. Merci à vous.